Sí, lo que quieras. Arruti. 685 70 70 46 29 9. ¿Qué es el Anabel? Número de móvil, el micrófono abierto. 653 74 Varona. Varona. Creo que es con un no estoy seguro. Pero es un sí. 653 74 1904 741904. No, Carlos no. Llámales mejor, son más analógicos que yo todavía. Bueno, Marc. Y Joy Bazán. Muy. C'est du monde qui arrive, mais faut commencer à l'heure ici. Vamos pues. Arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Bonsoir. Buenas tardes. Hoy es un día especial para mí porque tenemos aquí a viejos y nuevos amigos de Atari que se han animado a acompañarnos a estas subversiones urbanas esta semana de la arquitectura, que contra todo pronóstico hemos organizado por segunda vez consecutiva. Y bueno, como ya comenté cuando abrimos el ciclo, en esta segunda edición de subversiones urbanas, en vez de, como el año pasado que hablábamos de espacio público, este año hablaremos en las conferencias, a raíz de la
exposición que tenemos organizada en el Museo Cemento Rezola sobre arquitectura sostenible, hemos extraído uno de los subtemas, que era el tema del RE, que engarza con la reconstrucción de la ciudad, con el 200 aniversario, y abre el debate de la arquitectura a distintos ámbitos, como la reutilización, la recuperación, la revalorización, la reactivación, repensar los espacios. Y para ilustrar eso, hemos traído a dos equipos, uno que viene de Barcelona y otro que viene de Burdeos y que recientemente ha abierto oficina en París. Y bueno, pues voy a hacer las presentaciones directamente. Está aquí a mi izquierda Marc Folch, del estudio Calderón Folch Arsanedas, que es un estudio de arquitectura fundado en Barcelona en el año 2000, distinguido con los premios de jóvenes arquitectos catalanes de la JAC en 2004 y en 2012, y que bueno, tiene una conciencia sostenible muy arraigada y que busca siempre una mejor calidad de vida para las personas que habitan sus edificios, y que busca ofrecer una óptima solución a los requerimientos de los clientes y al interés colectivo que siempre se genera en toda obra arquitectónica, ¿no? Esto habla de la responsabilidad social y de la responsabilidad medioambiental, que las dos van siempre unidas, y en esa síntesis creativa es un poco lo que nos enseñará hoy Marc Folch. Marc Folch es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Completa sus estudios en esto no sé si conseguiré decirlo, Lundteknischer Högskolan de la Lunds Universitat de Suecia, donde es becado para participar en el proyecto de investigación Space for Living, Living in Space, del Terrestrial Research Studio de la NASA en Houston, Estados Unidos, y se formó también en el estudio del arquitecto Sef Baran en Jerusalén, y cofunda Calderón Folch Arquitectas en el año 2000, y bueno, como ya hemos dicho, obtiene el premio de la JAC, y ha impartido diversas conferencias y ha participado en numerosas actividades docentes en varias universidades, y actualmente es profesor de proyectos en el Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Y es coautor, junto con Pilar Calderón, del libro Neruda Rodríguez Arias, Casas para un poeta. Esto lo dejo así porque siempre me gusta mucho la relación entre la arquitectura y la poesía, y de alguna manera la arquitectura siempre es poesía construida. Y igual hago ya las presentaciones de todos. Más a mi izquierda está la oficina Stanfag y Veron, que es una oficina que se fundó en Burdeos allá por el año 98. Es una colaboración que toma forma de estudio profesional en el 2004 y que fue distinguido con un concurso L'Envers de Ville, el concurso de Celebration of the Cities de la Unión Internacional de Arquitectos en el 2003, y por un proyecto que nos explicarán luego en Teherán. La arquitectura creada por el estudio está muy marcada por el origen de cada uno de los dos arquitectos, en particular la doble nacionalidad franco-iraní de Marjan, y por la influencia de todos sus viajes y todas sus referencias que luego nos explicarán. En 2008 Marjan y yo recibieron el premio a la primera obra en Francia por la Escuela Infantil Jean Jaurès en Senon, al lado de Burdeos. Y en 2010 finalizaron el Centre Départemental de Loisirs de Ostens y la terminal del aeropuerto low cost de Bordeaux-Mérignac, que a alguno de los fieles seguidores de Atari le puede sonar. Y más recientemente están acabando un centro educativo y cultural en Pau, también, así cosas cercanas que podemos algún día ir a visitar. Actualmente trabajan, entre otros proyectos, en la construcción de 96 viviendas en el ecobarrio de Ginkgo, en Burdeos, y en la recalificación del mercado Víctor Hugo, también en Burdeos. Y sin más, cedo la palabra a Marc Folch, que nos va a hablar de su visión del RE. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Tari el esfuerzo, la generosidad y la invitación. Y agradecer a los presentes por la militancia arquitectónica. Esperamos no defraudaros. La obra que explicaré es una rehabilitación de una casa de 1918 en el barrio de Sarriá de Barcelona. Y es una casa que se ha pensado desde el estándar Passive House. Se propone como, digamos, línea de proyecto y línea de investigación conseguir reducir la demanda energética al máximo. Entonces, bueno, yo creo que esta imagen muestra bastante bien el origen humilde de la casa y la edad de la casa. Este señor es el vecino, aquí lo vemos con su Morris del 64. La casa es de 1918, es casi centenaria, mucho más mayor, digamos, que el señor y que el coche, ¿no? ¿Cómo paso? Sí. Vale, primero hablaré de las condiciones de partida, primero del propósito, que ya he avanzado algo, luego de las condiciones de partida, de las soluciones de diseño, de la aplicación del estándar Passive House y del resultado. El propósito, como he dicho, fue revertir esta condición, digamos, esta precariedad constructiva, pero sobre todo de confort, esta precariedad térmica, acústica de una vivienda humilde de principios de siglo en una vivienda moderna que cumple o que se sitúa en el horizonte que marca la Directiva Europea, la 2010/31, en la que se establece que los edificios en 2020 tienen que ser Zero Energy Building o Nearly Zero Energy Building. Eso quiere decir que los edificios deben tener un balance cero, un balance neto en el 2020 y en el 2018 en el caso de los edificios que promuevan las administraciones públicas. Estamos en el 2013, falta muy poco. La primera cosa que hay que hacer para conseguir el balance neto es reducir la demanda. Es la incógnita de la ecuación, es la incógnita más importante. Cuando reduces la demanda energética es fácil, mucho más fácil llegar a balance neto. Entonces se produce una paradoja, es una rehabilitación centenaria que se sitúa ya en un futuro, un escenario futuro, próximo, pero futuro. Bueno, la casa, como he avanzado, es una casa de una construcción precaria, humilde, que carecía en su momento de solera, era simplemente el enlosado directamente sobre el terreno, carecía de cubierta, o sea, de forjado de cubierta. Había solamente una capa de cerámica y un techo de cañizo, pero no tenía forjado propiamente dicho. Las paredes son sin aislamiento, lógicamente, las ventanas de vidrio simple, etcétera, ¿no? Entonces, nos situamos en Barcelona a una altitud de 170 metros. Es una casa que está cerca de la montaña, por lo tanto las condiciones climáticas son un poco distintas del centro de Barcelona. En invierno el invierno es mucho más frío. En Barcelona hace frío. Estamos en esta franja planetaria en la que nuestro diseño debe responder tanto al frío como al calor. Nuestros diseños tienen que responder a condiciones, si no son no extremas, pero sí ambivalentes. Tenemos que diseñar para el frío y para el verano. No es verdad que en Barcelona podamos obviar el frío, porque puede nevar y por ejemplo, yo conozco el caso de suecos o de alemanes que han pasado más frío en su vida en Barcelona que en sus países de origen, ¿no? Porque las casas están mal aisladas, mal construidas,
em, em, y sobre todo hace mucha humedad, lo que acelera o digamos estresa la percepción de frío. La calle es una calle muy estrecha, con un muro muy alto, con árboles de hoja perenne, lo que hace prácticamente que el sol no llegue en invierno. Las edificaciones vecinas, especialmente vecinas al sur son altas y le privan el sol también en el jardín y en la fachada noreste. El edificio está muy mal orientado. Aquí vemos la exposición ideal, que sería situando el patio al sur, y vemos que el patio en verdad está al noreste, con lo que prácticamente no tiene sol ni un momento al año, solamente unas pocas horas en verano. Y para colmo es un edificio que está fuera de planeamiento, construido antes del Plan Metropolitano de Barcelona del 67, y no está prohibido cambiar el volumen, cambiar la planta, aumentar el número de plantas, etcétera. Las únicas operaciones permitidas son de rehabilitación. Se suma a un presupuesto ajustado, como es de esperar, y a una prisa por mudarse, ya que los propietarios, que soy yo mismo y mi familia, estábamos pagando un alquiler y, claro, cada mes que pasa es un mes que pierdes, digamos, de inversión. Entonces, enfrente de estas condiciones tan duras, las soluciones para resolverlas fueron las siguientes. Básicamente trabajar en sección, ya que la planta no se podía ampliar y prácticamente es una vivienda que tiene 60 metros cuadrados. Con los trasdosados que hicimos nos quedamos en 57. Es una casa muy pequeñita, entre medianeras, con una fachada avial, con una normativa que no te impide hacer nada. O sea, prácticamente lo único juego que teníamos era en sección. Entonces hicimos un juego de transformar una cubierta o un cubierto o un local o una habitación, no sé cómo decirlo, exterior que había en la terraza, que vemos en algunos de los dibujos, y rediseñamos ese elemento para pensar en un artefacto capaz de revertir estas condiciones tan malas de orientación, de ventilación, etcétera. Básicamente ese cubierto de la terraza se convierte en un lucernario que permite la captación solar, que permite la ventilación natural y cruzada en verano, permite una buena orientación para colocar las placas solares térmicas, etc. Y la planta prácticamente se piensa en un espacio vacío, un contenedor muy bien construido, muy bien aislado, muy bien pensado, y el interior es un espacio básicamente vacío, con un solo tabique o un tabique y medio y una sola puerta, que es la puerta del baño. El único gesto que se permite es la abertura de un gran ventanal al patio para hacer esta casa mucho más, digamos, más grande o vinculada al jardín. Si hemos visto que la sección era una solución, una manera de revertir estas condiciones, otra manera fue solapar los trabajos en obra, hacer trabajar dos equipos independientes. Uno haría la obra húmeda, la obra de derribo, la obra de nueva construcción de solera, cimentación, etcétera, y otro equipo haría toda la cubierta y la fachada de patio, que es una estructura de madera prefabricada. Prefabricación y trabajar con dos equipos distintos. Aquí se ve un poco la nueva cubierta de madera, se coloca sobre una L metálica, al mismo tiempo que todavía se están haciendo trabajos de derribo. Aquí se ve todavía una viga de madera, los agujeros de las vigas. O sea, se trabaja por
por debajo y literalmente por arriba con una grúa. Este es el proceso de construcción de la cubierta de la fachada. Claro, esto se construye en un día. El proyecto se entrega en 4 meses, 120 días, y con el mes de agosto por en medio. El sistema de prefabricación está basado en un sistema de control numérico con un software específico de corte de piezas. Cada pieza se corta, se numera con un código de barras, se ensambla en taller, se lleva a la obra y se coloca. Es un sistema basado en el sistema de entramado ligero de madera, con todos los componentes en taller, aislamiento, acabado interior, estructura y preacabado exterior a falta de la lámina impermeable, lámina de vapor también. Aquí vemos una parte de la cubierta que soportará luego el lucernario. La placa que veíamos se gira, se pone la lámina de vapor, se pone la lámina, el acabado interior, etcétera. Aquí vemos la lámina de vapor en la parte inferior, la estructura ya cerrada, se ve un grueso de aislamiento que es de madera explosionada, que rompe el puente térmico. Vale, entonces, para conseguir esta reducción de la demanda energética, que Passive House te limita a 15 kWh metro cuadrado año, te limita también la producción de energía primaria a 120 kWh metro cuadrado año y un valor de estanqueidad de 0,6 renovaciones hora a 50 pascales. O sea, lo que hace el Passive House es que te marca un estándar, te marca un límite, un techo al que tú tienes que llegar, sea como sea. No te dice ni qué material ni cómo lo vas a conseguir. Lo único que te da es una herramienta que es el PHPP, que es un programa, un software específico que te permite calcular estos valores, te permite afinar el diseño, te permite ir mediante un sistema de ensayo-error conseguir llegar a esos valores que se fijan. Bueno, al final es arquitectura bioclimática de siempre, buena orientación, ventilación cruzada, buen aislamiento sin puentes térmicos, una capa, digamos, unas buenas aberturas. Aquí Passive House lo que pone al final como condicionante es una buena estanqueidad. Las casas tienen que ser muy herméticas para digamos, minimizar las pérdidas en este sentido, y para contrarrestar esta hermeticidad lo que se hace es que se hace una ventilación mecánica con recuperador de calor, con un intercambiador de calor, para conseguir, digamos, la ventilación higiénica. Se calcula o bien por metros cuadrados o bien por número de usuarios, y lo que se permite es un volumen muy pequeño de aire que permite que las condiciones higiénicas de oxígeno sean las apropiadas. Entonces, este estándar se aplica en esta casa, como vemos, siguiendo muy rigurosamente la línea de la envolvente térmica. Se aplica también con mucho cuidado el contorno de la línea de estanqueidad, permitiendo la ventilación cruzada, introduciendo este sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, con este artefacto que hemos dicho que captaba la luz solar, etcétera. Las transmitancias son muy bajas. Hay un esfuerzo muy importante de cuidado de los puentes térmicos, de cuidado de todo lo que son los detalles constructivos para evitar puentes térmicos. Al final,
final construir una casa con este estándar es construir una casa con mucho cuidado, con mucha atención, requiere una dirección de obra muy precisa, muy atenta, y al final el resultado constructivo es mejor. Hay más atención, hay más cuidado, el proceso de diseño es más riguroso, y al final el resultado es necesariamente mejor. En este caso se utilizó para la cubierta lana de oveja natural, y luego las fotos con la cámara termográfica muestran que la estructura en sí de la cubierta es un puente térmico, pero muy pequeño. En cambio, en la solución de la L metálica se ve que es mejorable, pero los valores son buenísimos. El lucernario que hablábamos al principio, la mitad del lucernario y la mitad es un espacio para poner la placa solar térmica, aquí se ve. El control de infiltraciones es esta lámina de vapor, esta línea que también tiene que ser continua, que realmente es un cambio de cultura. Nosotros la carrera en algún momento en construcción se dibuja esta línea de estanqueidad, pero realmente la vida profesional rara vez se tiene en cuenta. En estos casos es muy importante, sobre todo en construcciones de madera, especialmente porque necesitamos proteger de la humedad interior esta estructura de madera para conseguir unas condiciones óptimas en el interior de esta cámara, pero además para conseguir esta estanqueidad, esta hermeticidad que se busca. Sobre todo también el hecho de ser prefabricada, existen unas juntas que son importantes que hay que cuidar. Entonces todos los detalles constructivos que tenemos siempre como un campo de batalla por el diseño, por la estanqueidad al agua, ya con un poco de suerte con el aislamiento térmico, aquí se vuelve a revisar para conseguir esa estanqueidad. Hay unas juntas especiales, hay una junta para arquitectura, o sea, para construcción húmeda cuando se encuentra con la seca, para premarcos con marcos, para juntas entre paneles. Cada elemento tiene su solución y requiere también otra vez de proceso de diseño y una muy buena construcción. Vemos problemas importantes en la rehabilitación, como por ejemplo este agujero. Este es el agujero que queda cuando quitamos la viga de la casa, pero queda la viga del vecino, es un muro compartido. Entonces, claro, la estanqueidad en estos puntos es realmente difícil, ya partiendo de que la obra cerámica, el mortero, son construcciones que no son estancas. O sea, conseguir estos valores de hermeticidad en rehabilitación es realmente complejo. No sé si estoy yendo para atrás, ¿no? Juntas entre los premarcos y la solera, entre los paneles de la cubierta y la medianera, etcétera. Entre premarco y marco. ¿Esto cómo se cuantifica esta estanqueidad? Se hace un test que se llama el blower door, que lo que se hace es que se despresuriza la casa, se deja 50 pascales, una atmósfera de 50 pascales, mediante un ventilador situado en la puerta, de manera que se extreman las condiciones de filtración y se puede observar mediante un sencillo anemómetro, como vemos en la fotografía, dónde están las infiltraciones. Estas infiltraciones se cuidan, se mejoran, se sellan para intentar conseguir llegar a los valores que se proponen. La ventilación mecánica es un sistema
equilibrado, en este caso 5 impulsiones y 5 retornos, con un caudal muy bajo, es prácticamente un aliento, es un aire que está funcionando 24 horas, pero que va a muy baja velocidad para conseguir un confort acústico y un confort térmico óptimo. Estas máquinas tienen una eficiencia muy grande, de manera que la energía que se pierde es muy poca, y en cambio la ventilación digamos, la ventilación es la necesaria. Aquí se ve en planta y en sección el sistema de impulsiones y de retornos, las admisiones y expulsiones al exterior también. La máquina, los conductos en pared, empotrados. Las carpinterías son unas carpinterías, en este caso, de doble burlete, de 90 milímetros de ancho, con unas transmitancias. El vidrio es un doble vidrio argón. Son ventanas muy buenas. Claro, no estamos acostumbrados, pero realmente son el punto débil de la caja climática, ¿no? El PHPP te da un instrumento que es digamos, el Passive House te da este instrumento, el PHPP, con el que tú vas jugando, y lo que al final es un Excel, no sé si estáis familiarizados, pero al final es un Excel que tiene todos los valores, temperatura, todas las transmitancias, paredes, ventanas. Al final tienes este cuadro resumen en el que te va diciendo el resultado de los cálculos. En este caso es el resultado final. Tenemos una demanda energética de 17,5, sale 18, pero es 17,5 kilovatios hora metro cuadrado año, que está fuera del Passive House. Passive House limita a 15 para obra nueva, pero existe un sello de Passive House para rehabilitación que se llama EnerFit, que permite llegar hasta 25. En este caso estamos fuera porque la hermeticidad no conseguimos llegar al valor de 0,6 en rehabilitación 1, renovaciones hora, nos quedamos en 2,3. Es decir, no conseguimos llegar a ese valor de estanqueidad. Aún así, la demanda energética la reducimos en un 90%. Es una rehabilitación de factor 10, que bajamos de 175 kilovatios hora metro cuadrado de años a 17,5. El PHPP te ofrece unos gráficos de demandas repartidos en meses. Ves las demandas en calefacción y en refrigeración. Son demandas muy bajas, pero que es muy interesante luego compararlas con la realidad. Estos son monitorizaciones de invierno, primavera y verano de la casa. La línea verde es la calidad del aire en partículas por millón. La segunda tira es la temperatura interior en rojo, la temperatura exterior en azul, y la última barra es la humedad relativa en el interior de la casa. Ahora lo veremos con más detalles, una semana de cada estación. Ahora el otoño lo estamos monitorizando, pero ya vemos que en general, no sé si se ve muy bien, pero en general la línea roja, que es la interior, se ve una línea bastante plana. Pensar que esta casa no tiene climatización ni calefacción, cero, no tiene instalación. Se utiliza una estufita pequeñita, así eléctrica, para el baño, como un toallero, como único elemento activo de climatización. Por lo tanto, es una casa que prácticamente, por eso es pasiva, porque prácticamente se condiciona a sí misma, y vemos cómo aún las variaciones de temperatura exteriores, la línea interior es prácticamente plana. Bueno, esto es una semana de invierno.
Vemos aquí una punta, no sé si puedo señalar con esto. Bueno, esto es una punta, esto seguramente es un fin de semana. Aquí se ve un patrón de día, esto es un patrón de día-noche de la calidad del aire. La calidad del aire a las 8 de la mañana, cuando nos vamos al colegio, a los niños del colegio, la calidad del aire mejora. Es decir, que baja hasta 400, 500 partículas por minuto. Y luego cuando mi mujer llega del trabajo, empeora. Cuando se va a buscar los niños, mejora. Cuando llegan los niños, empeora definitivamente. Este es el patrón que se va reproduciendo, si vemos en esta gráfica. Este es el patrón día-noche de la calidad del aire de la casa. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos vamos, la casa, la calidad del aire mejora y se sitúa en condiciones óptimas. De manera que cuando nosotros volvemos, hay varias posiciones, pero en la posición normal se considera que, bueno, estamos entre valores, un valor medio de 600, 700 partículas por minuto, que es un valor óptimo. Aquí vemos la temperatura interior, es una temperatura básica, está sobre los 20, 21 grados, que es una temperatura de confort en invierno. Aquí seguramente este fin de semana, que se ve el patrón distinto, este fin de semana seguramente hubo una actividad en el jardín o una cosa extraordinaria que se dejó la ventana abierta y se bajó la temperatura, pero aún así, si vemos el comportamiento de esta línea, es prácticamente plana. La casa por sí sola ya se mantiene una temperatura de confort. Te vas el fin de semana, vuelves y la casa está bien. Hace un día de mucho frío y la casa se mantiene, etcétera, con muy poca energía. La temperatura exterior, vemos como los cambios de día a noche prácticamente no afectan, y vemos cómo las humedades relativas están sobre el 55%, con puntas del 55, entre el 40 y el 55%. En primavera se mantiene este patrón de día-noche. Esto es marzo, no es muy representativo de primavera, pero bueno, vemos un poco como la temperatura exterior ya ha subido. Si aquí teníamos una media en invierno teníamos una media de unos 9 grados, aquí podemos tener una media exterior de unos 12 grados. Vemos que como la temperatura sube, pero la temperatura interior se mantiene sobre los 21 grados de confort. Lógicamente el consumo baja, y aquí seguramente en marzo esta temperatura se consigue por sí sola, sin necesidad de un aporte activo, prácticamente, solamente con la aportación de las cargas internas y de la aportación del sol. Vemos aquí como tenemos puntas del 60% en Barcelona de humedades relativas en primavera, y cómo se mantiene el patrón de día-noche. Seguramente esto es un fin de semana, que hay un patrón distinto. En verano, esto es un gráfico de julio, vemos ya temperaturas que oscilan exteriores entre 33 grados y 21 grados por la noche, patrón claro, anticiclónico, veraniego, con gran oscilación térmica de más de 10 grados, día-noche, día-noche, día-noche. Vemos como el comportamiento es mucho más plano. Esto es día-noche, día-noche. Esto se consigue con la ventilación nocturna. No sería posible sin climatización, con climas de más de 30 grados durante el día, con humedades relativas, con picos del 70% y más. No sería posible mantener estas temperaturas si no conseguimos disipar la calor. Esta disipación se consigue por ventilación pasiva nocturna cruzada. De manera que la temperatura de día, que puede alcanzar los 27 grados, 26, 27 grados, durante la noche puede bajar a los 22, 23 grados, y así se mantiene el ciclo. Esto seguramente es un fin de semana. Vemos que el patrón día-noche no se produce porque este fin de semana no estuvimos en la casa. Por lo tanto,
no existe la bajada de la noche y vemos como el consumo de oxígeno es, digamos, la calidad del aire es óptima porque como no hay nadie, no se produce esta contaminación, digamos. La calidad del aire es mucho mejor en verano porque se ventila mucho más la casa. Bueno, aquí vemos las fotos de la obra acabada. Es como decíamos, es un volumen vacío, es una arquitectura bueno, que se busca volumen, y hay una apuesta muy clara por concentrar toda la inversión en la envolvente y no en el interior. Se considera que el interior es perfectible, que la familia va evolucionando, que los usos permiten configuraciones distintas. Es un contenedor vacío con un envolvente muy potente. Se utiliza un único material para resolver todo el interior. Todos los muebles de cocina, la escalera, el altillo, la estructura, todo se resuelve con un único tablero de 19 milímetros de tricapa de abeto, que es el espesor de una puerta de armario, el espesor de una puerta de cocina. Con ese panel se construye todo el interior, como un mueble, como una caja de embalaje. Un poquito para contrarrestar esta idea de un envolvente muy potente y un interior como utilitario. La construcción prefabricada permite una precisión extrema y una operación casi quirúrgica, porque son unos paneles que caen del cielo, literalmente, y se disponen con mucha rapidez en lugares precisos. Anteriormente hay un estudio topográfico, los paneles son exactos, encajan, y entonces la agresión sobre el entorno es mínima. Aquí se ven las paredes medianeras existentes, la escalera, esto es una escalera de bóveda cerámica, de volta catalana. Todos estos elementos se conservan intocables porque la operación es muy poco agresiva. Esto fue algo que nos preocupó mucho porque queríamos conservar esa atmósfera que tienen estas casas, ¿no? Al final, todo este esfuerzo de las láminas de vapor, de todos los PPMs, el PHPP, el Passive House, todo este rollo patetero, lo que se busca es el confort. O sea, el leitmotiv de esta arquitectura es el confort. Es unas casas extraordinariamente muy bien aisladas a nivel acústico. O sea, el que ha estado en una casa pasiva, lo que más le sorprende es el silencio. Es como entrar en un estudio de grabación. Como las ventanas son tan buenas, el aislamiento es tan grande y la hermeticidad es tan grande, lo que notas, lo que más te sorprende es la acústica, es este silencio. Tienes la sensación de dormir, te despiertas y de haber dormido como cuando vas al campo. Al principio te pitan los oídos, luego te acostumbras. Es una sensación es un confort extraordinario. Yo creo que es el más importante. Luego, en la casa no existen saltos térmicos porque hay un sistema de ventilación que constantemente te lleva el aire de un punto al otro. Por lo tanto, estás igual en la misma temperatura en la cocina que en el baño, que en la sala, que en la habitación. No existen contrastes y choques térmicos en el interior. Luego la temperatura, como he dicho, es prácticamente constante. Día, noche, verano, invierno, con saltos, estamos hablando de saltos de 4 o 5 grados máximos durante todo el año. Y luego, siempre sale la pregunta de si se pueden abrir las ventanas. A ver, es una casa normal y corriente. Las ventanas en Barcelona están muchos meses abiertas. Es como un velero. Los veleros salen del puerto a motor y llega un momento que
sacas las velas y apagas el motor y mágicamente el velero te lleva a su destino, ¿no? Es navegación pasiva porque utilizas el viento y realmente bueno, el que ha navegado lo sabe. Ese silencio con el que navegas, esta simbiosis con la naturaleza, esta manera de entender que tu casa es un organismo vivo, que respira, que necesita disipar, que necesita una admisión de aire, que necesita en verano cubrir las ventanas, en invierno sacar las protecciones solares para captar sol. Toda esta experiencia, toda esta manera de vivir la casa es un poco, yo creo que recuerda a nuestros abuelos en las casas de campo, a esta sabiduría, esta inteligencia que tenían de aprovechar con el mínimo coste digamos, las ganancias pasivas o solares o medioambientales o ambientales. Nosotros vivimos atentos de las ventanas, atentos de que hay que protegerlas en verano. En invierno no hay que abrir las ventanas porque no hace falta y porque sabemos que perdemos energía, etcétera. Esto es una protección solar para estas pocas horas de verano en las que toca el sol en la fachada del patio, que por otra parte es una protección baratísima. Eso vale 16 euros en un centro comercial de las afueras de Barcelona. Es una lona, cualquier cosa. No hace falta grandes dispendios económicos para conseguir los propósitos. Bueno, ahora cuando estaba recontando consumos eléctricos, para que os hagáis una idea, tenemos monitorizado desde febrero hasta octubre, bueno, hasta septiembre, estamos hablando de unos consumos al año de 567 euros, haciendo la equivalencia entre 12 meses, estamos hablando de 500 euros al mes, al año de energía, con 0,18 euros el vatio que vale en España. Estamos hablando de 47 euros de consumo eléctrico total al mes. Lavadora, nevera, cocina, todo. Y si este valor lo dividimos por la superficie, que son 67,5 metros cuadrados, que es la superficie de la planta baja y el altillo, y lo multiplicamos por el factor de energía eléctrica, que la penalización que tiene la energía eléctrica es la menos ecológica, de 2,7, estamos en 126 kWh metro cuadrado año de energía primaria, que justamente está muy cercano a los 120 que limita a Passive House como objetivo de reducción como objetivo de consumo de energía primaria. Como veis, como os podéis imaginar, esto con 5 o 6 placas fotovoltaicas se puede producir esta energía. Es decir, que el balance neto está allí, no es tan lejos. Ya está, gracias. Moi, j'ai une question. Juste une question. Ce que je constate dans tes travaux, c'est qu'entre les études et la réalisation, ça concorde. C'est-à-dire que, parce qu'il est une chose d'anticiper par le logiciel, mais il en est une autre que de constater après, dans tes graphismes, qu'en réalité, la construction, je vois que tu l'as étudiée sur plusieurs années, correspond aux études. Les deux ont fonctionné. Tu as bien obtenu le résultat que le logiciel annonçait. Sí. Parce que nous, c'est une grande difficulté sur toutes les opérations. Alors, on n'est pas dans le Passive House, mais déjà 50 kWh par an. Dans toutes les opérations qu'on leur mène, pas que nous, en France, d'autres, il y a toujours une grosse difficulté entre la théorie, le logiciel et la pratique. Il y a toujours une année ou deux de rééquilibrage pour, en fin de compte, amener le bâtiment jusqu'aux 50. Des fois, on commence, il est à 200. Il faut ramener de 200 à 50. Et donc, je suis très surpris par cette concordance des deux. C'est assez remarquable.
Traduzco rápidamente, me ayudas. Bueno, le sorprende que existe una correspondencia directa entre los estudios o los análisis teóricos con los resultados, ¿no? Bueno, justamente PHPP o Passive House se basa en más de 20 años de experiencia y en reajustes continuos de todas las fórmulas y todo el sistema. Se considera que el PHPP tiene un error entre 5 y un 10%. Es muy preciso. De hecho, una de las cosas para utilizar este sistema o este estándar, porque es la primera vez que lo utilizábamos y tampoco sabíamos mucho de qué iba, fue que se basa en un parque construido muy importante. Estamos hablando de miles de viviendas en todo el mundo, en Alemania. Estamos hablando de muchos metros cuadrados construidos con un mismo programa que se ha ido afinando y se ha ido mejorando. Ahora bien, estamos hablando de una casa que es un monoespacio, que es justamente lo que el PHPP hace. Calcula monovolúmenes, ¿no? Entonces, yo creo que para una casa tan pequeña, con un volumen único, es bastante fácil, ha sido bastante, el cálculo es bastante poco arriesgado. Yo creo que con edificios más grandes, con muchos metros cuadrados, con una geometría compleja, con orientaciones distintas, con condiciones de volúmenes, yo creo que aquí el PHPP, bueno, necesitaríamos programas de cálculos dinámicos mucho más complejos. Yo creo que PHPP o el Passive House en este contexto o en este tipo de proyectos es muy afinado y los resultados están dando que así es. En tout cas, la limite du système, ça va être l'usager. C'est-à-dire que de la maison à l'équipement public, à un moment donné, il y a des usagers qui vont ouvrir les fenêtres, etc. Et c'est dans une maison, l'usager, il est impliqué. Et c'est lui qui se remet en cause quand il ouvre l'eau, quand il ouvre les fenêtres. Le passage à l'équipement public, la difficulté, c'est qu'en fin de compte, l'usager était une variable qui ne rentre pas dans le logiciel et c'est lui qui doit s'impliquer. Donc c'est peut-être la limite de l'exercice. En los equipamientos públicos siempre existe esta variable que es el usuario, ¿no? Y es muy importante. Y entonces hay como esta limitación, observa él, de que el usuario es un poco una ecuación, una incógnita incontrolable, ¿no? Y es verdad. El usuario de una casa pasiva es un usuario muy concienciado que entiende, que acaba entendiendo cómo funciona y que tiene cierta responsabilidad con el comportamiento. Como es una casa pasiva que no tenemos sistemas potentes, yo no aprieto un botón y cambio la temperatura en 5 minutos. O sea, me cuesta horas o días conseguir una temperatura, ¿no? Una vez ya la tiene, digamos, o revertir una situación, tengo que hacerlo durante la noche. O sea, como las acciones del usuario son muy importantes, tiene una gran afectación, esta variable es verdad que es muy importante. C'est celui qui est dessous, la conférence, c'est ça? Voilà. Non, non, le PPP ou l'autre, je ne sais pas, les deux. Non, le noir au-dessus. Là, c'est là, c'est ça? Non. Ouais. Bonsoir. Merci d'être venu malgré le beau temps, vous intéresser à notre travail. Et merci à Atari et à Pablo Garcia Astreñ, désolé pour l'accent, pour cette invitation. Donc,
pour entrer en la matière, nous avons souhaité vous introduire dans la boîte à outils de l'agence et vous donner quelques clés de lecture des projets que vous allez découvrir. Nous n'avons pas cherché à théoriser a priori notre travail, mais il y a un univers de matière, de lumière et de séquences qui nous interpellent à travers chaque image de référence avec laquelle nous nous entourons pour réfléchir sur l'espace futur à créer. Une forme d'immersion permanente pour être en condition d'attaquer les projets. Tout commence par une ambiance, une idée de mise en scène, un scénario d'appropriation d'un espace, de l'espace d'un bâtiment. Se mettre dans la peau d'un usager, penser à l'émotion que lui procurent ces mouvements dans chaque espace traversé, chercher à créer un événement, un accident de parcours qui émeut, qui surprend. Ceci se traduit par une dilatation de l'espace, par la transition depuis un sas comprimé vers un hall immense, par la perception d'un petit patio qu'on trouve là où on ne l'attendait pas, par un jeu de volume et d'échelle qui donne l'impression d'être grand ou tout petit face à l'univers traversé, à la façon de ces projets de temple qui nous obligent à nous incliner pour entrer. Certes, nous ne construisons hélas point de cathédrale, mais cette émotion nous semble nécessaire pour avoir envie de retourner dans un espace. Un aperçu de lumière, de sensation de bien-être, un rayon de soleil qui réchauffe, sont autant de souvenirs qui donnent envie d'aller travailler ou de pratiquer de nouveau un espace. Ensuite commence un travail de mouvement, en se mettant en situation, en pensant à la fonction de chaque espace, en imaginant la transition entre chacun d'entre eux. Nous avons souvent été appelés à travailler sur des bâtiments d'enseignement et la demande récurrente des enseignants, c'est de profiter de la lumière naturelle sans être dérangés, de voir l'extérieur sans être vu et de protéger les enfants du regard. Ceci nous a très vite amenés à une réflexion sur des façades à claire-voie à la façon des maisons orientales, avec la beauté des jeux d'ombre et l'avantage du jeu de rythme, un sujet qui nous passionne. Le rythme qui, une fois interrompu, de façon inattendue, crée l'événement. Ensuite arrive le moment de tisser des liens entre le bâtiment et sa ville, de scénographier des glissements entre le projet et l'espace public. Là, il s'agit de créer des séquences et se poser la question du franchissement. Les entrées par des glissements entre des volumes ou un soulèvement organique d'un paysage pour s'incruster à l'intérieur. Ou bien se poser délicatement sur un site sans perturber son environnement. Ce sont autant d'outils et d'envies que nous interrogent face à chaque projet. Alors, par des réponses simples, nous essayons de les introduire par des petites doses dans nos réalisations. Par des jeux de volume dans la crèche d'Étroit à Bordeaux, par l'échelle de cette coupe d'une petite école maternelle où on passe d'une dimension d'un bâtiment public vers l'échelle de la petite enfance, par la requalification d'un marché sous un parking en gymnase de quartier, le glissement sous la boîte d'entrée d'un lycée professionnel,
Le rythme, c'est toujours le même lycée. Le rythme interrompu de la façade d'un centre de loisirs au milieu de la forêt. Les jeux de séquence de préau, patio et d'entrée de la petite école maternelle. Et les jeux de volume qui sortent de ce travail. Par une entrée par glissement sous une boîte du lycée que je vous montrais tout à l'heure. L'insertion dans la forêt des Landes d'un lycée professionnel. Le travail de signal de la tour d'aviron des Daguets. Alors certes, les impératifs économiques et les situations d'urgence de commande que nous traitons actuellement nous obligent souvent d'être raisonnables. Mais la notion du plaisir d'usage reste toujours au cœur de nos préoccupations, car ce qui reste d'un bâtiment, c'est le souvenir d'une émotion. Je vais vous présenter maintenant 2 projets qui se passent construits dans la ville de Pau, dans le Béarn, donc 2 collèges, enfin un collège et un pôle éducatif et culturel. Donc je vais survoler globalement ces projets pour m'attacher uniquement à ce qu'ils ont de pertinent ici eu égard à la problématique. Donc là, nous nous retrouvons dans plein centre-ville de Pau. Et étonnamment, dans les années 60, en France, donc un grand programme de construction de lycées étaient des programmes étatiques avec des modèles de bâtiments imposés par Paris. Et donc ici, on se retrouve dans un centre-ville. Donc la ville de Pau est une ville historique, très construite, avec un tissu continu. Et ça crée en plein centre de Pau un immense vide. Je peux passer. Et donc l'occasion donc, pour ce collège, la situation qui nous était demandée, c'est un collège existant de centre-ville historique, et il fallait entièrement le requalifier. Ça comprenait une isolation par l'extérieur du bâtiment, requalification interne, démolition, reconstruction. C'est tout un complexe qui fut évolutif sur 50 ans, puisqu'il y a l'ancien collège historique, des agrandissements des années 60, puis ce bâtiment-là. Et ce projet-là fut l'occasion pour nous d'effectuer un travail de couture urbain. Donc je ne vais pas rentrer sur l'ensemble du projet, mais uniquement ici vous parlez donc du contexte. Donc on voit ici cet immense vide que crée ce collège dans un tissu continu. Donc en fin de compte, il était l'objet d'une très petite extension, mais cette extension, nous l'avons étirée au maximum pour venir en fin de compte requalifier et créer une continuité urbaine qui faisait ici défaut. Donc on voit qu'on est venu, je vais m'arrêter uniquement sur la situation construite, où on voit le bâtiment existant, donc, qui est un parallélépipède préfabriqué. Si vous voyagez un peu en France, ils sont extrêmement tous bâtis sur exactement ce modèle. Et ici, d'ailleurs, c'est assez étrange, on a l'impression qu'il vient de l'espace, puisqu'il se pose en ignorant totalement le contexte, aucun alignement, il n'est même pas dans la bonne orientation vis-à-vis du soleil, puisqu'il y a une entière façade qui est totalement tournée vers le nord. Donc l'orientation de ce bâtiment est très étrange. Donc le travail urbain, en l'occurrence ici, fut de requalifier et de tenter, autant que faire se peut, de créer un continuum urbain. Et donc vous voyez cette partie qui fut l'extension, est venue s'étirer à créer cette pointe pour, en fin de compte, opérer une sorte de glissement avec la rue pour créer l'entrée, le parvis, et venir abriter à gauche l'administration et à droite des extensions de type salle de classe et salle polyvalente. Donc on voit la situation avant et la situation après qui vient créer ce front bâti qui en plus fait place à un autre lycée, lui-même créant un immense vide urbain. Voilà la grande difficulté que l'on rencontre aujourd'hui dans la construction, c'est cette tension entre la préfabrication d'objets manufacturés, et là aussi la maîtrise d'œuvre devient l'assemblage d'objets manufacturés, on va dire que c'est une tendance nordique, et cette tension entre l'artisanat qui en France se perd de plus en plus. C'est tout simple, mais trouver un maçon qui sache faire du béton banché, c'est très compliqué. Donc il y a cette tension dans le bâtiment aujourd'hui entre l'artisan. Ce bâtiment-là, par exemple, c'est une tentative de retrouver ses métiers. Il a été difficile, ça paraît assez aberrant, mais dans le cadre d'une commande classique, il a été assez difficile de trouver des maçons capables de faire du béton brut de qualité.
d'une part, et deuxièmement, évidemment, la technologie, l'objet manufacturé, les fenêtres, les menuiseries. Et donc, notre architecture, en tout cas, tente tout le temps de concilier. Il est difficile d'imaginer un bâtiment sans le travail du maçon, sans le travail de l'artisan. D'une certaine manière, on pourrait dire que la qualité d'un bâtiment elle est toujours proportionnelle à la qualité des artisans. Donc là, on retrouve des éléments récurrents de notre architecture, qui est effectivement le travail de la matière et l'usage assez parcimonieux des éléments. Je vais glisser directement sur le pôle éducatif et culturel de la ville de Pau. Donc là, on était dans le centre-ville de Pau, donc dans un tissu constitué. Le pôle éducatif et culturel, il est dans une totale autre problématique. La ville de Pau, c'est une ville française, mais un peu une ville à l'américaine, c'est-à-dire que c'est une ville très riche, puisque se retrouvent ici tous les ingénieurs de Total. Donc elle est très riche, à l'américaine parce que c'est une ville suréquipée. Tout le monde vit en voiture, donc un petit centre-ville et plein de maisons pavillonnaires, suréquipées parce qu'ils ont une équipe de foot, de basket, de rugby, un hippodrome, un vélodrome. Ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, étonnamment, on y retrouve les quartiers les plus défavorisés, les plus déshérités. En France, on a véritablement sous-traité la misère. Et donc, on se retrouve à Pau, dans cette ville si riche, avec des quartiers, 80% de chômage, et la population entièrement soit immigrée, soit d'origine immigrée. Ce sont des quartiers qui sont très connus en France, ils passent même à la télévision, parce que dès qu'il y a des émeutes, dès qu'il y a des voitures qui brûlent, c'est là que ça se passe. En 2007, changement d'équipe municipale, une forte ambition de la nouvelle élue, maire, de changer tout ça. Et donc, du coup, une mandature, pour un élu, c'est très court. Le temps de faire des études urbaines, un master plan, normalement, on est bon pour la prochaine élection. Là, ils ont tout fait à l'envers, mais ils ont tout fait. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire les projets avant d'avoir un master plan. Aujourd'hui, le bâtiment est livré, on peut en faire le bilan. Ils ont tout fait. Ils ont décidé de rénover l'ensemble des bâtiments, ils l'ont fait. Ils ont décidé de lancer des projets d'amélioration des espaces publics, puisque ce quartier qui s'appelle Louse des Bois, c'est un ensemble d'habitations planté sur du bitume et des places de parking. Ils ont réhabilité ça, ils ont fait des parcs, ils ont fait des silos de voitures, ils ont isolé les bâtiments et créé un axe. Nous, notre intervention était effectivement de considérer que la mairie devait construire automatiquement ici des équipements. Des équipements de quartier faisaient défaut. Ils n'avaient pas le temps de construire une école, une crèche, une salle des fêtes. Non, il fallait tout construire en même temps. C'est pour ça qu'ils ont décidé de construire un pôle éducatif et culturel. Ça veut dire quoi? C'est un pôle éducatif, on regroupe une école maternelle, une école élémentaire, une salle des fêtes, une médiathèque, une crèche, une agora. Une agora, c'est un espace associatif, un peu comme ici. Tout ça au même endroit, au même moment, sans master plan. Le seul master plan qu'il y avait, c'était une sorte d'axe un peu étonnant, puisque quand vous allez sur site aujourd'hui, il ne renvoie à rien. Et donc, on se retrouve à un carrefour avec un parvis défini clairement dans le programme, et après un axe qui va devenir peut-être un axe de construction urbaine et de rénovation urbaine. Ici, on est dans le cadre d'une commande de type concours en France. Alors, c'est assez complexe parce que les concours sont tous différents. En l'occurrence, ici, il était extrêmement précis et extrêmement contraint. Le programme était défini en rez-de-chaussée, à l'étage, au mètre carré près. Donc, notre travail a consisté, en fin de compte, à intégrer l'ensemble de ces contraintes pour trouver une réponse unifiante de l'ensemble de l'opération. Donc, on se retrouve ici, on va peut-être s'arrêter sur cette image avec, bon, elle est un peu déformée, mais c'est la seule image qui permet de voir l'ensemble. Donc, on est à la porte du quartier de Louse des Bois. C'est un quartier qui se bâtit le long d'une route. Je dis bien une route, c'est-à-dire que ça ne deviendra jamais une rue. Il n'y a pas de trottoir, c'est un axe passant. Et d'un seul coup, de cette route-là se crée un carrefour et s'inscrit ici ce parvis, qui est le parvis de l'école, d'une part, puisque le lieu de vie, le poumon, c'est quand même l'école, où se retrouve une école maternelle en rez-de-chaussée et une école élémentaire à l'étage. Et si on revient donc, et on comprend sur la droite un axe qui coupe le projet en deux et se retrouve le seul bâtiment R+2 qui est la médiathèque, qui devait opérer comme signal. C'est pour ça que c'est le seul bâtiment haut qui vient fermer le parvis. Donc on voit ici la vue depuis la route, et donc c'est l'entrée du quartier, la nouvelle entrée du quartier de Louse des Bois. On voit cette façade qui tourne le dos à la route, tout simplement parce qu'on est effectivement sur une route, un espace passant, et pourtant avec les façades sur le côté qui, elles, s'ouvrent sur le parvis.
On a ici une vue plongeante justement sur la Venelle. Cette Venelle-là, c'est une rue, mais une rue où les voitures ne peuvent pas passer. C'est un axe piéton qui va traverser l'ensemble du site, distribuer la médiathèque, la crèche, traverser le petit ruisseau, et de l'autre côté, il y a la salle des fêtes du pôle. On retrouve ici la médiathèque, qui est le seul. Donc vous voyez, l'ensemble des éléments sont une écriture avec deux matériaux, le béton et le bois. Le bois ici, il est utilisé sous différentes formes. Il sert à homogénéiser. Il sert aussi bien à faire des clôtures, un portail, une vêture, des volets, des brises-lumières. La grosse difficulté que l'on rencontre, nous, dans l'écriture architecturale aujourd'hui, c'est que les contraintes thermiques sont telles qu'elles imposent au bâtiment les ouvrants, la dimension des ouvrants. Chaque pièce, aujourd'hui, suivant leur orientation, ont une dimension qui arrive assez tardivement dans le dessin. Donc au moment de l'esquisse et dans la maîtrise architecturale, il est assez complexe de pouvoir maîtriser la taille des ouvrants. Ce qui fait que ce système de vêture permet de se réapproprier en fin de compte le dessin et de pouvoir gérer aussi bien par un système à claire-voie, en bois, un système de clôture, de brise-soleil, de vêture. Ces éléments-là, sur le même design, servent à unifier le bâtiment. Donc là, on retrouve le patio, qui sert d'entrée, le patio, le préau, l'escalier double hauteur. Et la cour, donc là, on retrouve classiquement un bâtiment scolaire qui est replié sur lui-même et qui, en fin de compte, s'ouvre sur l'extérieur suivant des angles bien déterminés. Donc là, je vous présente Sir Norman Wilkinson, qui est un peintre de marine britannique, illustrateur, affichiste et camoufleur de guerre. Au cours de la Première Guerre mondiale, Wilkinson a été le premier à proposer l'utilisation de tenues de camouflage naval, pour laquelle il a inventé le terme de dazzle painting. Cette technique de camouflage destinée à protéger les navires marchands, la cible privilégiée des sous-marins allemands, des tirs d'artillerie et de torpilles, en empêchant l'adversaire d'estimer avec précision leur position et leur cap. Et il devient par la suite obsolète à cause de l'avènement du radar. Ce principe de ce camouflage repose sur un motif complexe formé d'un enchevêtrement de lignes irrégulières et de couleurs très contrastées afin de briser la silhouette du navire. Lors de la commande de l'aérogare low cost de Bordeaux, nous nous sommes retrouvés devant les mêmes dilemmes que Wilkinson, car la rapidité d'exécution demandée, ainsi que le prix du bâtiment à construire, aussi le plan et le programme avec peu de marge de manœuvre, nous entraînaient vers un bâtiment simple, un tube extrudé, posé devant le paysage dont il fallait briser la silhouette. Nous avons donc travaillé à l'occasion de ce projet avec des graphistes typographes, François Chastanet et Perrine Saint-Martin, pour trouver des motifs d'illusion optique appropriés. Ainsi, en utilisant des matériaux contrastés tels qu'un bardage métallique noir mat et des panneaux de polycarbonate blanc cristal, avec des avantages d'apport de lumière naturelle et de performance énergétique, nous avons emballé le process de l'aérogare. Aussi, le challenge technique qu'il nous a fallu relever, c'était le tarmac. Creuser des fondations dans cette masse de béton s'est avéré techniquement très compliqué et très coûteux. C'est pourquoi nous avons imaginé une structure dite parapluie qui ne se fonde qu'au centre du bâtiment, à minima, et qui en périphérie répartit les charges sur des petites jambes en bois posées sur le tarmac, transformées à l'occasion en longrines. Donc le bâtiment, il ne prend racine qu'au milieu. C'est ainsi que nous avons
dessiner un bâtiment industriel à un prix très bas, qu'on peut dire qu'il est en tenue de soirée. Sans transition, je vais vous dire un mot du logement collectif à caractère social que nous avons abordé pour la première fois avec Aquitanis, qui est un bailleur social à Bordeaux, lors de la construction de 36 logements et commerces le long de l'avenue de la Libération sur la commune de Floirac, au pied des coteaux. Qui sont là. Ici, nous avons souhaité travailler sur la question de l'échelle urbaine des logements intermédiaires, car nous avons la conviction que ce n'est pas uniquement la hauteur limitée à 3 étages de ce programme et imposée par la ville qui crée l'échelle intermédiaire, mais aussi le fait de fragmenter la continuité d'un immeuble collectif peut l'aider à se rapprocher à l'échelle intermédiaire. C'est ainsi que nous avons travaillé sur des archétypes de l'imaginaire collectif pour créer des fragments de façades de villes interrompus par des interstices comme des respirations urbaines. Ce jeu est une conversation avec le passant, avec l'habitant qui peut plus facilement identifier la partie de l'immeuble où il habite, sa maison quelque part. Ensuite arrive la question du cheminement. Ce jeu de fragments nous permet des entrées par glissement dans des interstices en créant un parcours varié, depuis l'espace public vers l'espace semi-collectif des entrées, par les coursives, en arrivant sur l'espace semi-privé, avant d'arriver dans les maisons et l'accès aux terrasses qui sont des espaces privatifs. Sur le palier, chaque maison se distingue avec ses quadruples orientations, des maisons bien identifiables et non pas une porte parmi tant d'autres. Chaque appartement est séparé de l'autre. Au bout de chaque coursive, il se lie un rideau de camouflage qui sépare la terrasse des maisons. Des terrasses qui se sont nichées entre les volumes et que par un jeu de quinconces proposent des doubles niveaux de hauteur d'appropriation. Mais malheureusement, aujourd'hui, et après avoir fini ce travail, la réglementation thermique qui évolue énormément nous impose de faire de bâtiments beaucoup plus compacts. Donc le challenge aujourd'hui pour nous autres, les architectes, c'est d'arriver à faire des bâtiments avec autant de qualité, d'orientation, de lumière et d'usage, mais de manière plus compacte. Et ça, c'est encore une autre histoire. Ok, je vais finir sur le projet de Téhéran, qui est une étude urbaine que nous avons commencée en 2002, que nous avons pu poursuivre grâce aux bourses de l'envers des villes du ministère des Affaires étrangères, et pour lequel nous avons eu le prix international de l'Union des architectes en 2005 à Istanbul. C'était une étude urbaine qui s'est déroulée sur 2-3 ans, bien sûr en pointillé. Mais d'abord, peut-être quelques explications donc, sur Téhéran, quelques éléments d'acculturation. Donc Téhéran, grosso modo, c'est un plateau à 1500 mètres d'altitude qui est entouré de chaînes de montagnes. Donc, entre l'Iran et l'Irak, il y a une frontière. Ceci dit, entre deux, il y a des immenses chaînes de montagnes qui culminent à 5000 mètres d'altitude. C'est un gros plateau et ce plateau, c'est un désert. Et donc, l'Iran, c'est une civilisation 3 fois millénaire qui s'est développée au pied des montagnes, aux portes du désert. C'est une sorte de civilisation qui a eu cette capacité à trouver là un espace de vie. À savoir que l'Iran, c'est un pays où il ne pleut pas. Le pays ne pleut jamais. La seule eau dont dispose le pays, c'est l'eau issue de la fonte des neiges. D'une part, cette eau issue de la fonte des neiges,
s'infiltrent sous terre et forment des nappes phréatiques. C'est par l'utilisation de ces nappes phréatiques que la civilisation iranienne a pu se développer. La ville de Téhéran, c'est une ville aujourd'hui de 12 millions d'habitants. C'est une ville qu'il y a à peine 100 ans, on faisait 200 000. Donc elle a connu, on fait une sorte d'accélération de l'histoire. Cette accélération que nous avons connue en Europe, elle l'a connue en un temps extrêmement compressé. 12 millions d'habitants en un siècle, c'est quand même 8 en à peine 50 ans. Donc c'est une ville qui a toujours été prise dans l'urgence. Notre travail à nous, sur cette ville-là, a été de s'intéresser aux rivières urbaines qui traversent cette ville. La ville s'est construite tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper de ces rivières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la ville de Téhéran, vous la voyez ici, elle est coincée au nord par les montagnes et au sud par le désert. Avant, la ville de Téhéran, c'était une toute petite entité entourée de campagnes. Cette petite campagne, coincée entre les montagnes et le désert, était sa nature. Aujourd'hui, la ville a totalement envahi la nature. Il n'existe plus rien que la ville, au plus haut dans les montagnes, au plus proche du désert. Pour alimenter cette ville en eau, ils ont construit 2 barrages avec des lacs de rétention et ils ont alimenté la ville en eau. La ville s'est construite tellement vite qu'elle n'a jamais construit de réseau d'égout. Ce qui fait qu'en fait, ils ont, comme à la campagne, des fosses septiques sous les maisons. Année après année, les fosses septiques alimentaient en eau, l'eau s'est infiltrée dans la nappe phréatique est montée petit à petit et elle a rejoint le niveau des fosses septiques. Et donc la nappe phréatique de l'Iran, cette seule eau dont dispose le pays, est entièrement polluée par cette connexion entre les fosses septiques et la nappe phréatique. Aujourd'hui, 80% des malades au sud de Téhéran sont atteints de maladies infectieuses dues à la consommation de tomates, de carottes cultivées au pied de la ville. Donc c'est un problème sanitaire de première envergure. Comment l'Iran a pu se construire dans un pays où il ne pleut pas ? Dû à l'invention d'une technique 3 fois millénaire, ce qu'on appelle les khanats. Les khanats, ce sont des aqueducs souterrains. Ce sont en fin de compte des trous qui sont faits sous terre, qui créent un canal qui, donc, depuis la nappe phréatique et 500 mètres plus loin, voit apparaître une sorte d'oasis, un oasis artificiel qu'on appelle un paradis. C'est d'ailleurs ce qui a donné le nom en grec paradis, qui vient du persan paradis, qui est en fin de compte ces émergences d'eau créées tout à fait artificiellement, créateurs d'oasis. Évidemment, autour de Téhéran, il y en a partout. Il y en a tellement que ça forme en fin de compte une immense gruyère. Aujourd'hui, à Téhéran, l'eau de la nappe phréatique ayant remonté, elle se retrouve imbibée dans ces khanats et vous avez aujourd'hui des émergences d'eau polluées dans Téhéran partout. Téhéran est construit sur une chaîne de 500 khanats. Et donc on comprend pourquoi, dans un pays où il ne pleut pas, au sud de la ville, là où les quelques terres de culture existent, il y a d'immenses marécages insalubres qui créent cette situation sanitaire dont je vous ai parlé. Donc dans ce pays, dans cette ville aujourd'hui, elle est traversée de rivières. Ces rivières, contrairement aux villes européennes, vous pouvez voir dans un tracé urbain très souvent l'origine d'un tracé sinueux de par l'existence ancienne d'un ancien cours d'eau. La ville phagocyte la rivière et petit à petit l'enterre. Téhéran s'est construite tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de phagocyter ces rivières. Ces rivières urbaines aujourd'hui traversent Téhéran et elles constituent véritablement des envers de ville. Des envers de ville dans le sens où les Téhéranais ignorent l'existence de ces rivières, car contrairement à notre culture, la rivière en Iran n'a pas un nom continu. Ici, de la source jusqu'à sa connexion, la rivière a un nom. Là-bas, la rivière change de nom suivant le quartier. Un Téhéranais, autour de chez lui, il ne sait pas que cette rivière qui sert d'égout est la même que celle où il va se promener au nord dans les montagnes. Car la rivière est aussi là-bas un lieu de villégiature, puisque à Téhéran, dans une ville si polluée, le vendredi, qui est l'équivalent du dimanche, il monte à la montagne, aller se promener pour pique-niquer au bord d'une rivière. Elle est belle, elle est pure. Ils ne savent même pas que cette eau pure au bord de laquelle ils pique-niquent est cet égout immonde qui est derrière chez eux. Notre travail, du coup, s'est attaché à révéler le potentiel créatif de ces rivières. Nous avons mené des études, d'une part sur 30 km de long, après une étude plus spécifique sur 7 km de long, pour révéler son potentiel créatif. Avant de révéler son potentiel créatif, il fallait déjà opérer la première distinction, distinguer l'eau noire de l'eau blanche.
L'eau blanche, c'est quoi? C'est l'eau issue de la fonte des neiges qui coule dans ces rivières et qui, en se mélangeant avec l'eau polluée des ranates de la nappe phréatique, devient une eau noire. Donc aujourd'hui, la ville essaye de construire des égouts depuis 30 ans. Donc ils sont en train classiquement de faire des pipes sous terre. Une des premières opérations a consisté à leur proposer de poser le pipe dans la rivière et ainsi d'assurer toutes les connexions de tous les caniveaux qui circulent dans la ville, qui déversent cette eau issue de la nappe phréatique dans la rivière. Première opération, distinguer les eaux noires des eaux blanches. Première opération. Au moins, la pollution sera égale à elle-même et non plus égale à sa capacité de nuisance. Donc là, c'est la coupe de la rivière avant l'intervention. Ça, c'est après l'intervention, avec les pipes d'eau sale et donc une intervention paysagère dans le lit de la rivière. Voilà. Donc, notre travail pendant 2-3 années a consisté à récolter les informations, le niveau de pollution, les débits, de récolter l'ensemble des informations sur les ranates, car il faut savoir qu'à Téhéran, aucune étude n'est menée sur ces sujets-là. On a été les premiers à rassembler, par exemple, les plans de tous les ranates présents à Téhéran, à y opérer des mesures de pollution en haut. C'est la première dimension du travail. La deuxième dimension, c'était de révéler le potentiel urbain de cette rivière. On pourrait prendre l'exemple du tramway. Le tramway, voilà une infrastructure de transport. Mais l'immense avantage d'un tramway, c'est qu'il va induire par sa transformation, la transformation des espaces qu'il croise. Il est aussi un projet urbain de transformation de la ville. Eh bien, nous voulions révéler que cette rivière, de par sa propre transformation, allait induire la transformation des espaces qu'elle croise et qu'elle devient, dans une ville comme Téhéran, une ville qui n'a pas de projet, parce qu'elle va trop vite, un vecteur de projet linéaire. Et donc, en conséquence, nous avons mené des études pour montrer qu'à chaque endroit, il existait des potentiels liés au contexte que la transformation de la rivière allait pouvoir révéler. Des espaces, par exemple, totalement oubliés, qui effectivement étaient immondes, sales, mais qui, en les nettoyant, avaient déjà potentiellement une allure de parc. Des espaces derrière les ambassades extrêmement beaux, qui étaient déjà une dernière offrande de la nature à la ville, des arbres, une belle végétation. En fin de compte, un parc potentiel était déjà là. À d'autres endroits, des problématiques urbaines allaient pouvoir être réglées par cette traversée de la rivière, par l'introduction d'une promenade. Et donc, nous avons voulu montrer dans une deuxième version de l'étude le potentiel de ligne d'écriture urbaine que revêtait cette transformation de cette rivière. Je vous remercie. Si vous avez des questions, Ahora, sí. Yo tengo 3 preguntas, pero las voy a hacer de uno en uno y si alguien me copia no me voy a quejar. La primera pregunta es para Marc. Claro, en esta ocasión el proyecto que has presentado, tú eres arquitecto y el usuario principal, bueno, es tú y tu familia, con lo cual es un caso especial y no lo digo peyorativamente, obviamente, pero en el caso de que el usuario de esa casa fuese una persona que no ha hecho la casa, que no ha pensado la casa, no sé hasta qué punto necesita una especie de libro de instrucciones para seguirlo. Es decir, este tipo de casas están pensadas para un usuario normal y corriente que puede entrar a vivir ahí sin saber cuándo tiene que abrir las ventanas, cuándo tiene que cerrarlas, porque entiendo que cuando no hay sistemas activos, no hay automatismos especiales. Se trata sencillamente de dejar que la casa funcione y entenderla y hacer que funcione. ¿Cómo se hace eso en el caso de que no sea el creador de la casa quien vive ahí? Sí, lo del libro de instrucciones es un poco así, ¿eh? Hay que hacer pedagogía y hay que explicar cómo funciona y el usuario al final es muy fácil. Cuando
no ventila por la noche de verano y se muere de calor, al día siguiente ventila. O cuando no protege una ventana y sube la temperatura, al día siguiente la protege. O sea, en el fondo sí que hay un trabajo de pedagogía de explicarlo, pero en el fondo también es muy intuitivo, es muy lógico y no difiere de lo de siempre, ¿no? Quería puntualizar que las casas pasivas, en este caso no hay instalación, pero sí que requieren de poca, pero requieren también de aportación activa, de climatización y de calefacción en muchos de los casos. También lo que pasa es que siempre son con demandas o con consumos muy bajos, pero estamos diseñando una casa pasiva que tiene climatización. O sea, no es que no funcionen con nada, ¿eh? Sí, en el caso concreto de tu casa, decías que eso, que hay que tener como unas pautas de uso, ¿no? En el tema de en verano, por ejemplo, en tu lucernario, ¿cómo concilias el hecho de proteger el lucernario? Porque no he visto que haya una protección concreta del lucernario con el tema de la entrada de luz natural también, ¿no? Para no tener ese gasto. Y luego, por otro lado, claro, también lo de los ppm, ¿no? De la calidad del aire. Si desarrollas una actividad física, claro, eso también afecta. Al final tiene sus limitaciones, supongo, ¿no? Pero al final es saber cómo funciona la casa, exactamente. Sí, para el lucernario tenemos dos modalidades. Una es un marco de madera que he hecho yo mismo con una reja de estas agrícolas, que la ponemos en primavera y otoño, y en verano ponemos eso y una alfombra vieja, o sea, que para que tapar completamente. Entonces, en primavera y otoño entra un poco de luz y en verano cero. También es verdad que la casa, en el fondo, tiene mucha entrada de luz por la fachada este noreste. El lucernario no lo habéis visto muy bien, pero en el fondo no es practicable. Hay una ventana que está en la parte recta, en la parte vertical, que es la que permite la ventilación cruzada. No es por el lucernario en sí. Y esa es una ventana que también da luz natural, que casi no hay que proteger para nada por la orientación que tiene. Y bueno, es un poco de quitapón, es un poquito como estacional, ¿no? Estas protecciones. Y ahí tiene diferentes... Y la segunda pregunta, la máquina tiene 3 posiciones, de hecho 4. Tiene la posición absent, que tiene una renovación mínima. La posición 1, que nosotros ponemos para dormir, que es una renovación muy baja y prácticamente la 2, que es la normal, y luego tiene la posición fiesta, que es o cocina, por ejemplo, cuando cocinas o cuando te duchas, que generas mucho vapor, etcétera, tiene una posición con más caudal, que casi diría que casi dobla el caudal normal. Pero bueno, ahora mismo yo creo, no sé cómo estamos, yo creo que estamos sobre los 1500 ppm ahora, ¿eh? No sé cómo estáis vosotros, me duele un poco la cabeza. O sea, estamos acostumbrados a vivir en situaciones con muy baja calidad del aire, ¿eh? Bueno, yo quería preguntar sobre el proyecto de Teherán. En primer lugar, daros la enhorabuena porque me parece un proyecto muy, muy interesante, pero también me parece un proyecto extremadamente complejo, sobre todo abordando un ámbito que es una ciudad de, ¿cuánto has dicho?, 12 millones de habitantes. Entonces, tengo una curiosidad, es cómo se ha llevado a cabo la investigación de esas aguas para poder determinar qué aguas son negras y qué aguas son blancas. Si habéis tenido que hacer análisis tremendamente extensos o cómo se aborda esa situación que a mí, a priori, se me presenta como inabarcable. C'est une étude
qui n'est pas une étude d'exécution. C'est une étude pour révéler le potentiel créatif, premièrement. Deuxièmement, évidemment, on l'a mené sur plusieurs années avec la faculté d'écologie de Téhéran, la faculté d'urbanisme, la faculté de paysage et la faculté d'architecture. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, par exemple, ces travaux, ils font l'objet, on y retourne de temps en temps à Téhéran, il y a la faculté de paysage a donné cette rivière comme objet d'étude. Et donc, tous les ans, des étudiants travaillent sur des segments pour faire des travaux de paysage. Et culturellement, cette rivière, elle change parce que les Téhéranais commencent à se l'approprier. C'est évidemment un travail qui n'est pas un travail d'exécution. C'est le propre de la valeur culturelle des idées et des études que de s'imprégner et de devenir des éléments et des vecteurs de transformation urbaine parce que ce sont des objets de culture. C'est évident qu'on est, comme vous dites, à l'échelle d'une ville. Il faut savoir être humble et avoir une action de type culturel, de mettre la lumière sur quelque chose et révéler son potentiel. C'était la véritable ambition. Il fallait aller un peu plus loin qu'uniquement dire ça. Là, c'est assez rapide. Il fallait montrer véritablement l'étendue du problème. Alors, les Téhéranais le connaissent. J'ai fait cette explication ici. Évidemment, à Téhéran, ils connaissent très bien ça. Mais il fallait montrer qu'il y avait des solutions techniques. Que, vous savez, à Téhéran, des fois, ils importent des process déjà faits en Europe et ils l'importent à Téhéran. Le réseau d'égouts, par exemple. Mais le réseau d'égouts, c'était une solution d'il y a un siècle. Peut-être qu'aujourd'hui, Téhéran s'est construit tellement vite qu'il faut arriver avec d'autres techniques. Parce que c'est trop tard. Jamais ils feront le réseau d'égouts. Ils seront toujours en retard. Donc, soit on attend, comme l'Arlésienne, que ça vienne, soit ils commencent à trouver des solutions aujourd'hui. Mais on s'est basé sur des travaux qui avaient déjà été faits. Oui, le ministère de l'Environnement nous a accueillis. Ils étaient très enthousiastes pour travailler sur ce projet. Parce que ce qu'il faut comprendre, on le devine de l'extérieur, c'est un pays où il y a des mouvements très différents politiques. Et donc les gens qui étaient au ministère de l'Environnement avaient très envie de travailler sur ce sujet, mais ils n'arrivaient pas à trouver un décideur qui les pousse à aller plus loin. Du coup, tout d'un coup, il y a un groupe qui s'est créé et chacun est venu avec son travail qu'il avait fait dans son coin, tous avec la même conviction qu'il faut stopper la catastrophe naturelle qui était en train de se mettre en place. Et ils ont vraiment enrichi notre étude avec ces travaux qu'ils avaient faits. Par exemple, un document précieux qui est en notre possession aujourd'hui, c'est le plan de repérage des CANAT, les canalisations. Ces 500 canalisations, c'est très confidentiel. C'est un plan qu'un ancien ingénieur qui travaillait dans l'Institut de l'eau de la ville de Téhéran avait fait dans son coin. Il est allé un par un les repérer. Il en a fait un plan manuscrit, mais un repérage très précis avec les altimétries, enfin c'était incroyable. Et ce document-là, il l'avait gardé parce qu'il ne trouvait personne qui méritait de l'utiliser, en fait. Et tout d'un coup, il y a plein de documents comme ça qui sont arrivés à nous autour de la faculté d'environnement, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a mis en relation avec ces gens-là. Et ils ont été tous aussi déçus que nous le jour où nous avons vu l'incapacité, malheureusement, d'intervention, même à l'échelle des 7 km qu'on avait l'intention d'utiliser. Parce que ça traversait 3 arrondissements au sein de Téhéran. Chaque arrondissement avait un maire et chaque maire avait des ambitions différentes. Et c'est ce qui se passe quand une ville, dans un pays en situation politique aussi fragile, se développe tout seul et phagocyte son environnement. Voilà. Et puis, vous savez, j'imagine que vous ne trouverez pas à Saint-Sébastien un seul endroit, une seule problématique qui n'a pas fait l'objet de 10 études. Mais à Téhéran, ce n'est pas le cas. À Téhéran, ça va tellement vite, ils sont tellement nombreux que personne ne s'intéresse à ces sujets-là. Et c'est des sujets qui sont pour nous évidents. Oui. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Et puis tout est compliqué parce que même pour sortir les photos satellites du pays pour travailler dessus pour un diplôme d'architecte, parce que c'était notre diplôme, il a fallu soudoyer le douanier à nos risques et périls pour sortir les images. Donc voilà, tout est très compliqué politiquement, malheureusement, en Iran. Ça va changer. Voilà. D'autres questions, peut-être?
Yo ya he amenazado antes que tenía 2 preguntas más. Una es, bueno, hemos visto que los 2 primeros proyectos creo que eran de Po, los 2 eran de Po, ¿no? El instituto y el centro urbano, cultural, etc. Tanto esos 2 como el proyecto de Teherán, me ha parecido que por el discurso tenían cierta ambición de cambiar la ciudad, de repensar la ciudad, de cambiar el urbanismo que le rodea. Lo que pasa es que en Teherán el propio proyecto tiene un alcance urbano, cuando el primer proyecto tiene un alcance de una manzana y el segundo proyecto se hace incluso antes de que se piense el plan urbanístico, ¿no? El plan urbano. Siendo 3 proyectos que con una ejecución diferente o con una intervención diferente atacan a un problema urbano, un problema de escala urbano, bueno, pues no tiene 12 millones de habitantes, pero es una ciudad americana. Entonces, ¿cómo de efectivas han resultado ser? Lo digo porque a priori, desde fuera y sin conocer ni los problemas ni las soluciones específicamente, parece optimista pensar que un centro, el segundo proyecto, un centro urbano de ocio y de deporte, etcétera, vaya a cambiar todo un barrio. Entonces, ¿cómo de exitoso puede resultar una intervención tan concreta para atacar a un problema urbano? Oui. En ce qui concerne le pôle éducatif et culturel de Pau, le jour de la visite du site pour commencer le concours, nous avons reçu des cailloux sur la tête et très mal accueillis. Effectivement, dès que la mairie voulait faire quelque chose, ça ne pouvait pas être quelque chose de bien. Pendant le chantier, nous n'avons eu aucun problème. Le jour de l'inauguration, on avait un impact de balles sur les vitres, mais depuis, nous n'avons rien eu, pas du tout de vandalisme ou autre. Et toute la population qui fréquente maintenant ce pôle culturel, ils en sont très fiers et ils nous ont félicité de la qualité de l'établissement. Comme quoi, oui, effectivement, dans un quartier où il y avait un fort besoin de changement, à partir du moment où la volonté politique est là de faire quelque chose de bien, les gens apprécient et surtout ne l'abîment pas. Voilà. Parce qu'on ne vous en a pas parlé, mais l'école maternelle de Jean Jaurès que nous avons fait aussi, ça a été en bordure d'un quartier défavorisé et pareil, il n'a pas bougé. Pourtant, il y a des gens à la mairie qui nous posaient même la question, mais vos façades en bois, ils ne vont pas les brûler très rapidement voilà. Mais non, une fois que l'établissement est là et que ça fonctionne, ce sont les enfants du quartier qui y vont. Donc, peut-être que c'était optimiste, mais le résultat nous montre qu'il faut être optimiste. Il faut continuer à l'être. Après, un équipement de quartier, ça ne va jamais donner des emplois aux gens. Ça sera toujours la limite de l'exercice. Mais aujourd'hui, ils ont une école, ils ont une médiathèque. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont aussi traité les espaces publics. Ils ont rénové l'habitation. C'est un tout. Alors, au moins, ils ont ça. Mais après, ils sont toujours au chômage. Ça, c'est sûr. On pourra rien y faire là-dessus. En architecture, c'est un peu comme une bouteille et le vin. Nous, on fait la bouteille. On ne fait pas ce qui se passe dedans. On ne pourra pas trouver des emplois pour les gens. Donc, mais au moins, ils ont des équipements. Et c'est un quartier périphérique qui a une qualité d'équipement d'un centre-ville. Voilà. ¿Más preguntas? Bon, merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. Es que ricasco.